Salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir le Tex qui est de ma création. Avec le Tex, on se retrouve sur un couteau qui fait une longueur totale de 30 cm pour 15 cm de tranchant. On est sur 4 cm de largeur de lame et une épaisseur de 6 mm. Le couteau seul fait 393 grammes et 492 grammes avec l'étui cuir qu'on verra après. Le manche est en noyer noir haut alpin avec une forme ergonomique. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va épouser la forme de la main et qui va retenir un petit peu lors des coupes à la volée, ainsi que le retour qu'on va retrouver ici. En bout de manche, on va retrouver un talon dépassant avec un trou pour la dragonne. Le manche est collé et riveté. Ici on peut voir une dépression qui est faite pour les coupes inversées, et on peut voir aussi un trou au niveau de la garde pour y passer de la paracorde. La lame a une émouture plate 3/4 avec mon logo ici. Le dessus est en brute de trempe, et tout en bas de l'émouture on peut retrouver un fil convexe qu'on peut voir briller ici. Je vous laisse voir ce que ça peut donner sur 3 tests: le test de la tomate, le test de la feuille et des poils. Voilà, en main on se rend bien compte de l'épaisseur de la lame qui fait donc 6 mm tout du long. Pour son étui, on se retrouve avec un étui tout cuir bovin tannage végétal avec une couture effectuée à la main, un passant Firesteel et quelques décorations. On va voir ça un petit peu plus en détail. Tout en bas de l'étui, on peut retrouver un trou qui est là en partie pour l'esthétique, mais également pour pouvoir passer une corde autour de la jambe. Ensuite on retrouve la couture en point sellier, le passant pour le Firesteel, avec un Firesteel que j'avais modifié avec un bout d'os et un bout de bois pour fermer le dessus. Et ensuite on va retrouver une décoration de type un peu floral, donc qui est doublée ici, mais également sur le passant ceinture. Donc le passant ceinture qui est cousu ici et en dessous. Et sur le passant, j'ai laissé mon nom de famille qui est également le nom du modèle. Et on retrouve la décoration de type floral qui le parcourt entièrement. Voilà un petit peu une vue générale de l'étui avec le martyr qui a une finition mate noire. Et on peut voir ici qu'il est moulé à la forme du couteau. On retrouve également la petite dépression pour venir faire les coupes inversées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un étui de type chaussette. On va juste venir glisser le couteau à l'intérieur ou venir le tirer pour le sortir. Voilà ce que donne l'ensemble avec le couteau à l'intérieur. Donc j'ai fait en sorte que le passant ceinture remonte jusqu'au talon du couteau. Donc c'est le type de port que je préfère. Comme ça le talon ne vient pas gêner au niveau du corps. Et c'est également le type de rétention et d'étui que je préfère, puisque c'est vraiment simple, il suffit de glisser le couteau à l'intérieur pour que ça fonctionne. Voilà ce que donne l'étui à la ceinture. C'est quelque chose d'assez simple, mais de vraiment pratique. Je fais les étuis bien ajustés, puisque le cuir a tendance à se relâcher. Donc on va venir ici sortir le couteau, l'avoir à portée de main. Pour le replacer, rien de plus simple.
on vient le glisser dans l'étui et pousser pour que ça revienne prendre sa forme. Alors, au niveau de la rétention, il n'y a aucun souci. On peut venir secouer un petit peu le couteau. Ça ne sort pas évidemment. Si on le prend ici et qu'on vient jeter, ça va finir par sortir puisque c'est simplement maintenu par la friction du bois sur le cuir et le moulage. En faisant ce couteau, mon but c'est d'avoir un couteau qui est polyvalent. Donc on va avoir une lame assez conséquente, assez épaisse, mais les moutures est relativement fine, donc on va pénétrer dans la matière assez facilement, comme on a pu le voir sur la tomate. On va avoir quelque chose de très costaud sur le dos de lame. Et avec le fil convexe, on va avoir de la résistance et du tranchant. Et au niveau de la forme générale et des proportions, j'ai choisi de faire un manche assez grand et d'éviter d'avoir trop de poids vers l'avant de la lame. Donc l'idée c'est pas vraiment d'avoir un chopper, quelque chose qui va venir être fait vraiment que pour les coupes à la volée, mais plutôt d'avoir quelque chose un petit peu entre les deux, d'avoir un couteau qui va nous permettre des tâches assez fines, comme les coupes classiques de couteau, les feather sticks, etc., etc. Et si on a besoin, on va pouvoir se servir de la force de la lame en prenant le manche un petit peu plus loin, voire carrément au bout ici, pour pouvoir taper, ce pourquoi j'ai fait cette forme ergonomique sur le bas du manche. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour les tests, on va rentrer directement dans le vif du sujet en venant bâtonner cette section. Sur ce genre de section, on va avoir une lame de 15 cm, donc on va être à l'aise pour venir positionner son couteau. On va avoir de l'espace devant et derrière, sachant que comme le manche est en bois, on ne va pas pouvoir taper dessus. Bon, pour ce gabarit là, aucun souci. On va passer sur du plus gros. Je vais travailler sur cette pièce qui est beaucoup plus conséquente, plus longue, plus large, mais également beaucoup plus tordue, avec des nœuds à l'intérieur. On va voir un petit peu si je peux passer à travers. Voilà, je vais commencer par le côté le plus large et taper dessus, puis on verra bien ce que ça donne. Donc on va avoir une bonne pénétration jusqu'à la fin de l'émouture ici, puisque c'est relativement fin. Ensuite c'est là où ça va vraiment commencer à écarter le bois, puisqu'on va retrouver les 6 mm d'épaisseur. On peut voir que ça a déjà un petit peu craqué. Donc je ne l'ai pas forcément pris dans le sens le plus simple, mais au moins on verra ce qu'il a dans le ventre. Lorsque le couteau va être coincé comme ça, on va pouvoir pousser dessus pour essayer de le replacer, ou avec le bâton venir taper sur le bord du talon dépassant. Talon sur lequel on va pouvoir taper pour enfoncer le couteau. On peut voir un petit peu la courbure du tronc que je suis en train de couper. Donc on a vraiment les fibres complètement tordues. Du coup ça continue de fendre tranquillement. On va voir si on peut aller jusqu'au bout. Donc là je suis au niveau d'un nœud vers la fin de la courbure, donc logiquement ça devrait le faire. Au niveau du brut de trempe, même avec le bâtonnage, ça tient bien. Les traces ici ne sont pas le revêtement qui s'est enlevé, mais un petit peu de traces du bois. Bien entendu, l'ensemble est sali par le martèlement du bâton. Mais
la pointe n'a subi aucun dommage. L'ensemble du couteau non plus. La seule chose qui est un petit peu embêtante, qu'on va retrouver sur tous les manches en bois, c'est d'éviter de taper dessus. Bien que ce bois ici soit vraiment très solide, j'ai préféré me servir du talon des passants. En ce qui concerne le procédé de fabrication et les traitements thermiques de ce couteau, je travaille en stock removal. On avait pu voir une vidéo où je montrais dernièrement un couteau que j'avais fait. Et c'est un acier DNH7 XC75, qui est un équivalent au XC75, sauf qu'il est grenaillé à froid. Et c'est un couteau que je traite ensuite à la forge à gaz. Je viens faire 3 normalisations qui ne sont pas forcément nécessaires sur un acier qui n'est pas forgé mais travaillé en stock removal. Et je viens quand même faire 3 normalisations. Ensuite une trempe à l'huile et un revenu au four. Pour terminer sur les traitements thermiques, je trempe intégralement la lame, mais je chauffe toujours un petit peu plus cette zone ici près du tranchant. Donc le dos est un petit peu plus souple que le tranchant. Donc le but c'est d'avoir un tranchant qui va être durable et bien saillant, et d'avoir le dos légèrement plus souple pour pouvoir conserver un petit peu de flexibilité lorsqu'on va par exemple venir taper comme on l'a fait sur le bâtonnage. Pour terminer sur le bâtonnage, je vais venir bâtonner cette section beaucoup plus raisonnable et plus droite, ce qu'on aura généralement à faire lors des sorties. Avec un couteau, on va rarement venir chercher plus gros que ça pour le bâtonnage. Et si toutefois c'était plus gros, la meilleure solution c'est de venir enlever des petits coins et des petits coins au fur et à mesure en bâtonnant, ce qui au passage va nous fournir du bois pour le feu. Mais en tout cas, il a bien passé le test de la démonstration de gros bâtonnage. Donc pour illustrer une dernière fois, sur le simple, je vais passer dans cette section. Voilà, c'est de suite beaucoup plus efficace et plus facile. Avec quelque chose de section raisonnable et les fibres plus droites. Donc ce qu'on va avoir en général à faire, il suffit comme on l'a vu d'un ou deux coups pour passer à travers. Tout simplement, car le couteau va bien pénétrer sur sa première partie. Et comme on l'a vu au niveau du brut de trempe, bien écarter le bois. Pour les coupes à la volée, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas un couteau qui a été fait pour les grosses coupes à la volée. Il a un gabarit qui est quand même assez conséquent, mais relativement raisonnable, comparé par exemple au Hourglass de ici, qui va faire 12 cm de plus avec une lame beaucoup plus large. Néanmoins, on doit pouvoir faire du petit ébranchage, enlever les branches mortes en bas des arbres, ou passer à travers de quelques sections de la taille du bras à peu près, pour pouvoir venir faire des coupes type couteau de camp. Grâce à l'ergonomie, sur les petites tâches, on ne va pas avoir besoin de mettre une dragonne. Si toutefois c'était nécessaire, on va pouvoir se servir du trou qu'il y a à l'arrière ou du trou qui est à l'avant également pour venir former une garde de sabre de pirate. Donc c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est une façon de mettre la dragonne que je trouve très intéressante puisqu'on a la main qui est vraiment retenue. C'est impossible de venir en arrière, donc on a une très bonne tenue. C'est pour ça que j'ai placé le trou ici au cas où, au niveau du ricasso. Et sur l'arrière, on va pouvoir venir passer autour du poignet ou autour du pouce, comme toutes les coupes plus classiques. Je vais commencer sans dragonne et voir s'il est nécessaire d'en mettre une pour les tâches un petit peu plus lourdes. Voilà le type débranchage que j'ai très souvent à faire en bivouac. Donc on peut voir ici qu'on a des branches qui sont mortes en bas. Et souvent on vient les enlever, histoire de pouvoir se déplacer plus facilement autour de l'arbre ou de venir accrocher le hamac. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour le petit ébranchage, aucun souci, le couteau tient très bien en main. Je vais essayer maintenant sur cette partie un petit peu plus grosse, qu'on pourrait appeler donc de la taille du bras, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais le faire sans dragonne pour voir si ça passe. Voilà, après ces quelques coups, donc comme évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un couteau qui est un chopper, donc on va avoir quand même de l'inertie comparé à un couteau plus petit, mais c'est pas non plus phénoménal. Au niveau du manche, je ne l'ai pas trop percé pour qu'il n'y ait pas de trou forcément de bois en avant.
Donc on va pouvoir prendre un petit peu plus loin comme ça, ou pour ce genre de tâche, venir placer la dragonne, ça sera quand même un peu plus intéressant. Voilà ce que donne le montage en garde de pirate. Donc j'ai fait des trous de 5 mm pour pouvoir y passer aisément une corde paracorde de 4 mm. Donc ici on va avoir la main qui est très bien calée, c'est tout simplement impossible que ça parte. En rajoutant un petit peu la forme ergonomique du bas du manche qui est largement suffisante pour les coupes à la volée qu'on a vu avant, on va continuer le travail. Donc avec la dragonne on va pouvoir taper avec un petit peu plus de puissance pour finir le travail. Voilà, clairement, la porte de la dragonne est vraiment bien pour pouvoir taper un petit peu plus fort. Sur les coupes plus classiques qu'on a vu tout à l'heure, ça n'est vraiment pas nécessaire grâce à la forme ergonomique qu'on a là. Et en prenant le temps, en tapant un petit peu moins fort, on pourrait arriver au même résultat sans avoir besoin de mettre la dragonne. À titre personnel, je ne vais pas la conserver, puisque ça c'est une tâche que je ferai en réalité avec une scie ou une hache ou hachette. Je garderai le couteau plus pour les petits ébranchages du type qu'on a vu juste avant. Mais en tout cas, le texte en est capable. Et comme on peut le voir, après ces coupes à la volée, le fil est toujours comme neuf. Il n'a pas roulé. Et il n'y a présence d'aucune dent. Après toutes ces grosses tâches, on va voir un petit peu ce que peut donner le couteau sur les feather sticks. Donc lorsqu'on l'a en main ici, on va se rapprocher au maximum de la garde et avoir le pouce sur le dos de lame. Donc c'est une position qui n'est pas inconfortable par rapport au gabarit du couteau, justement parce que j'ai cherché à ne pas trop avoir de poids vers l'avant. Donc ça va desservir un petit peu les grosses tâches de coupe à la volée. Mais par contre ça va rendre le couteau un peu plus agréable et plus polyvalent pour ce genre de tâches. Au niveau du fil, on retrouve donc le tranchant convexe qui, avec le fil en V, sont vraiment très efficaces pour venir créer des hérissons bien entortillés et bien faits. Voilà ce dont est capable le tranchant convexe du couteau. Donc on peut voir qu'on vient décoller de fins copeaux, bien entortillés. Au niveau de sa prise en main, on va être bien placé parce qu'on est près du tranchant ici. Donc on va avoir beaucoup de contrôle sur la lame. Au niveau de la position, on va se retrouver dans le creux ici. Donc on n'a pas vraiment la sensation d'avoir un si gros couteau en main lorsqu'on vient pousser pour faire ses hérissons. On va maintenant voir comment se comporte le couteau sur les tâches plus classiques. Donc le but recherché toujours au niveau de cet équilibre, c'est d'avoir un couteau qui permette ce genre de tâches assez facilement et sans trop de fatigue. Donc à ce niveau-là, on peut voir l'ergonomie du manche. Avec la première partie, on va pouvoir venir serrer le couteau. Et ensuite, on va avoir la pomme bien remplie, ce que j'apprécie vraiment sur les couteaux. Et on va retrouver l'autre partie qui va permettre de placer les doigts à l'arrière. Donc ici, je vous parlais de pomme remplie. On va simplement avoir le couteau avec la bosse qui vient à cet endroit-là. Du coup, on va être vraiment très ancré et moins fatigué pour venir travailler avec.
Donc on va voir un petit peu la prise classique, la prise puissante sur ce feuillu, ce morceau de feuillu bien sec. Et on peut voir qu'il n'y a aucune difficulté. Ça n'est pas parce que le couteau est très épais qu'il ne va pas pénétrer. Et ça c'est dû en partie au fil et à l'angle donné à l'émouture. Donc on va pouvoir passer à travers la branche et par exemple venir se constituer une pointe sans difficulté. Pour le travail plus précis, on va pouvoir venir toujours prendre ici le couteau avec le pouce sur le dos de lame. Comme on a 6 mm d'épaisseur, on va avoir un bon appui. On a l'index qui est protégé par la demi-garde ici. Et on va pouvoir venir pousser pour soulever de très fins copeaux. Donc on va pouvoir gérer la précision de nos gestes pour faire du travail très fin, pour par exemple venir finir un contour, ou on va pouvoir venir appuyer un peu plus fortement pour enlever un petit peu plus de matière, ce qui va nous renvoyer sur la coupe inversée. Pour la coupe inversée, on va retrouver cette dépression dont je vous parlais au début de vidéo. Donc on va avoir ici la main qui va être sécurisée par la demi-garde, bien remplie avec la forme ergonomique. Et on va pouvoir placer le pouce ici et venir le faire reposer sur la lame. Donc on va avoir une prise puissante qui va être bien efficace ici. On va pouvoir venir tirer pour enlever de gros copeaux. Donc là c'est une coupe qui permet de faire du gros travail de ce type. La lame ici n'est pas munie de casse-goutte et le tranchant commence directement après la garde, tout simplement parce que c'est un détail que j'apprécie. On va éviter d'avoir trop de bras de levier, par exemple avec les lames qui vont avoir un finger choil. On va partir plus loin, ça va faire un petit peu forcer le poignet. Ici on va pouvoir travailler dès le tout début du tranchant. Donc on va avoir vraiment 15 cm de tranchant fonctionnel. Et ça va être également efficace dans la position qu'on vient de voir, parce qu'on va avoir plus de force en étant près qu'en étant loin. Ici tout simplement ça va venir jouer sur le poignet. Lorsqu'on est proche, on va être près du corps avec le poignet bien fixe et on va pouvoir travailler avec plus d'efficacité. Autre coupe possible avec le Tex, on va pouvoir venir appuyer la lame contre le genou puisqu'on a 6 mm d'épaisseur, donc on est quand même assez confortable ici. Et on va pouvoir se servir du tranchant en tirant la branche en arrière pour venir cette fois-ci couper encore plus de matière. Voilà, on se retrouve avec une pointe rapidement. En ce qui concerne l'écorçage, on va être sur le même principe avec la prise puissante qu'on a vu tout à l'heure. Et on va avoir le tranchant convexe et les moutures plates partiales qui vont bien pénétrer sous le bois. Donc on va retrouver aucune difficulté pour venir écorcer. Et sur toutes ces tâches de type prise puissante, on va avoir une prise confortable avec un manche qui est assez arrondi ici. On n'a aucune arête vive sur le couteau. Voilà, notez ici que le tranchant est identique sur toute la lame. On n'a pas une zone qui coupe un peu plus que l'autre. Donc on va avoir un tranchant qui va fonctionner du tout début du ricasso ici jusqu'au bout de la pointe. A noter que la dépression ici qui est faite pour les coupes inversées, je suis droitier, donc j'aurai besoin de la faire que sur le côté droit du manche. Mais je la fais quand même des deux côtés. Tout simplement, ça peut être agréable par exemple si on va faire des types de coupe couteau de cuisine. On va poser ici l'index sur le dos de lame. Ça va être agréable de pouvoir placer également le pouce dans cette dépression. Donc ça peut servir pour ça. Ou pour ce style de coupe. Ou alors si on avait besoin de venir tenir le couteau, pour venir travailler un petit peu dans ce style là, pour gratouiller, etc. On va avoir cette possibilité là. Également avec les 4 cm de largeur, on va pouvoir prendre le couteau un petit peu comme ça, sans risquer de toucher le tranchant. Après tous les tests effectués, on peut voir que le fil n'est absolument pas abîmé. Il n'a pas roulé ni fait de chips sur toute sa longueur et sur les deux faces du fil. On va voir un petit peu ce qu'il donne sur les poils. Voilà, donc on peut voir qu'après
les différentes coupes, le gros travail, on a toujours des poils qui partent. Voilà, au final avec le texte on se retrouve avec un couteau qui correspond à mes attentes, qui a passé tous les tests qui me semblent nécessaires pour un couteau dit de bushcraft. On va avoir accès à cette polyvalence que je recherchais avec un couteau qui va être équilibré plus de manière couteau que manière machette. Donc on va pas avoir un poids excessif vers l'avant, qu'on va pouvoir rattraper sur des coupes un peu plus appuyées à la volée en venant placer la dragonne comme on l'a vu, en venant prendre tout au bout du manche. Sur les coupes classiques de volée, il n'y aura aucun souci et l'ergonomie du manche est largement suffisante. Un couteau qui va pouvoir bâtonner sur de lourdes sections. Comme on l'a vu, il va encaisser les chocs, la pointe ne bouge pas. Le seul inconvénient, comme sur tous les manches en bois, il va falloir éviter de frapper sur les plaquettes au risque de les fendre. Grâce au talon dépassant, on va pouvoir venir casser des petits objets, broyer de l'écorce, ou comme on l'a vu, on va pouvoir venir replacer le couteau. Donc pour le bâtonnage, j'ai tapé sur cette zone, un petit peu entre les deux, pour venir le redresser. Et ensuite au cul ici, pour venir le renfoncer. Donc je suis maintenant professionnel dans le couteau. C'est un modèle qui est reproductible. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vous laisserai les liens dans la description. En attendant, j'espère que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.